Bienvenue dans la deuxième partie de cette analyse sur le contrat social autoritaire. Donc, que doit-on retenir de la première partie? Que le contrat autoritaire, qui repose sur la satisfaction des besoins de base de la population, est intrinsèquement superficiel et fragile en raison de son incapacité à mobiliser les individus lorsque les temps deviennent plus difficiles. Tant qu'il est capable de fournir les avantages attendus, les gens vont demeurer politiquement passifs, mais quand le contrat social en question n'est plus en mesure de le faire, il devient alors menacé. Or, Vladimir Poutine a fait face à la deuxième situation après la crise financière de 2008. Les sondages ont alors montré à quel point son niveau de popularité avait commencé à diminuer de façon spectaculaire dans les années qui ont suivi. De plus, la chute en quelques jours de nombreux régimes autoritaires en Afrique du Nord lors de la révolution des printemps arabes lui a fait prendre conscience que son emprise sur le pouvoir n'était peut-être pas aussi solide qu'il le pensait. C'est pourquoi un élément clé du contrat social de Poutine post-2008 semble avoir été sa tentative de faire revivre une forme de légitimité idéologique, quelque chose qui manquait en URSS et en Russie depuis le processus de déstalinisation de 1956. Plus précisément, ce soutien idéologique s'est manifesté sous la forme d'une renaissance de l'héritage slavophile du 19e siècle qui a toujours joué un rôle significatif dans la psyché collective du peuple russe. Donc pour ceux qui sont intéressés à en savoir davantage sur le sujet, je vous invite à lire ce livre que j'ai publié sur le sujet en 2023. Donc cette idée de l'exceptionnalisme russe est ainsi devenue un élément central de la rhétorique de Poutine à partir de 2011, ce qui représentait un changement majeur par rapport aux opinions qu'il avait auparavant sur l'Occident, ainsi que celles de Dmitri Medvedev lorsqu'il était président de 2008 à 2012. Cela peut être mis en évidence à travers de nombreux discours politiques dans lesquels le monde des relations internationales a commencé à être de plus en plus présenté comme un affrontement entre différentes civilisations et le droit de la Russie, en tant que civilisation à part entière, de demeurer une nation et une puissance culturellement distinctes. À cet égard, on peut mentionner les restrictions imposées à la communauté LGBT, ainsi que le discours de Poutine au Conseil de la Fédération en 2013, dans lequel il critiquait le nihilisme de l'Occident, qu'il jugeait incapable de distinguer le bien du mal, tandis que la Russie, pour sa part, restait fidèle à ses valeurs culturelles et traditionnelles. En tant que miroir du monde occidental, la vision civilisationnelle de Poutine s'est présentée comme un bouclier ouvertement conservateur visant à empêcher l'érosion des valeurs traditionnelles. Et les rencontres annuelles du club de discussion Valdai ont certainement été les moments privilégiés de Poutine pour exprimer la nouvelle fracture du monde international. Ces thèmes, si chers aux slavophiles de la Russie comme phare moral et bouclier contre les forces décadentes, résument ici la thèse de Moscou comme étant la troisième Rome, c'est-à-dire le dernier rempart du christianisme. La défense de cette idée est attachée à la notion de sacrifice personnel, qui consiste à sauver l'humanité, idée qui a historiquement été présentée comme une vertu russe par excellence. Que l'on considère ici le XIIIe siècle, durant lequel les Russes ont réussi à forcer les Mongols à se retirer vers l'Est, lorsque l'armée russe a vaincu Napoléon, au XIXe siècle, lorsqu'elle a empêché les Balkans de tomber entre les mains des Ottomans, ou la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. L'idée d'être un bouclier au service de la préservation de l'humanité contre la décadence et la destruction a été et reste une partie importante de la psychologie collective du peuple russe. Or, peut-être que ce virage idéologico-religieux de la part de Poutine était-il sincère de sa part, mais on ne peut exclure la possibilité que, face à l'incapacité de maintenir son précédent contrat social, il était devenu nécessaire pour lui de justifier la diminution du bien-être matériel de la population au nom d'une guerre sacrée. Autrement dit, avec l'incapacité de l'ancien contrat social à continuer à générer une loyauté passive et instrumentale de la part des gens, Poutine a peut-être ressenti le besoin de réintroduire dans la psyché collective l'idéal du sacrifice au nom de la défense d'une fin collective supérieure comme contrepoids à la déception des gens. D'une certaine manière, Poutine a opéré le glissement suivant. Jusqu'en 2008, son contrat social était axé sur l'octroi de bénéfices spécifiques, en l'occurrence ceux associés au bien-être matériel et à la sécurité.
Mais après la crise financière, une autre composante s'y est ajoutée, à savoir une composante idéologique qui n'est pas étrangère à la psyché collective russe. Cela a donc contribué à transformer la Russie, d'un État autoritaire conventionnel, en une forme semi-hybride de totalitarisme, lorsque le totalitarisme est compris de la même manière que Ralph Dahrendorf, Zbigniew Brzezinski et Karl Friedrich, à savoir lorsqu'un État cherche à mobiliser son peuple par le biais d'un ensemble cohérent de croyances idéologiques. Cependant, la guerre en Ukraine ne peut que nous forcer à nous interroger sur l'effet réel de cette forme de légitimation idéologique. La manière avec laquelle le régime de Poutine gère sa guerre en Ukraine doit nous rendre sceptiques quant aux impacts réels du soutien idéologique qu'il essaie de pousser depuis une quinzaine d'années. La stratégie russe est en effet exclusivement concentrée à attirer des volontaires dans ses forces armées. Faire autrement aurait été commettre la même erreur que l'Union soviétique lors de sa guerre en Afghanistan dans les années 80, quand de nombreux hommes indifférents idéologiquement furent envoyés risquer leur vie contre leur gré dans une guerre à laquelle beaucoup s'opposaient. Au lieu de cela, Poutine a choisi d'attirer des volontaires en leur accordant des primes de signature très généreuses qui représentaient plusieurs fois le salaire moyen dans leur région. Un signe que le niveau de patriotisme des jeunes hommes russes peut être faible ou insuffisant pour risquer leur vie gratuitement. Et cela a joué un rôle important dans la planification de la Russie depuis son offensive ratée de février 2022. Non seulement elle s'est abstenue d'utiliser des conscrits pour sa guerre en Ukraine, mais aussi pourquoi elle a largement utilisé des mercenaires du groupe Wagner, des détenus libérés en échange de leurs services dans les forces armées, mais aussi des soldats étrangers, tels ceux de la Corée du Nord qui ont combattu dans la région de Koursk. Cela explique aussi pourquoi la Russie n'a pas lancé de grandes contre-offensives comme celle de la période soviétique de 1941-1945, qui était très coûteuse en vie humaine. Plus précisément, le coût des salaires versés aux soldats est estimé à plus de 20 millions de dollars par jour, ce qui comprend les primes d'enrôlement ponctuelles, auxquelles il faut ajouter les primes versées aux familles des soldats décédés et à ceux qui ont été blessés. Inévitablement, ces dépenses ont eu un coût énorme sur le fonds souverain du pays, qui a fondu comme neige au soleil depuis février 2022. Mais cette stratégie a également conduit au développement d'un autre problème pour le contrat social russe. La guerre a en effet produit une classe d'individus dont l'augmentation du niveau de vie dépend de la poursuite des investissements massifs du gouvernement dans son complexe militaro-industriel. Cela inclut ceux qui se sont portés volontaires pour combattre en Ukraine, ainsi que leurs familles, mais aussi les travailleurs des secteurs clés qui ont vu leur salaire augmenter en raison d'une pénurie de main-d'œuvre, une situation qui résulte des dépenses massives de l'État dans l'économie, et en particulier celle du secteur de la défense qui représente désormais un étonnant 40% des dépenses budgétaires du gouvernement russe. En effet, grâce aux avantages financiers qui leur ont été accordés, les enquêtes du centre Levada ont montré qu'un nombre significatif de Russes pensent que leur niveau de vie s'est amélioré depuis 2022. Pour les millions de Russes qui bénéficient directement ou indirectement d'augmentation des salaires, la fin de la guerre pourrait s'avérer être une perspective dangereuse pour le Kremlin. En somme, le gouvernement russe est en quelque sorte condamné à maintenir l'état actuel des choses, afin d'éviter leur éventuelle protestation s'ils en venaient à voir leur train de vie diminuer en raison de la baisse des dépenses de l'État dans le secteur de la défense. En revanche, la poursuite de cette tendance risque aussi d'amplifier d'autres problèmes qui ont résulté de la guerre. En effet, le coût colossal de l'effort de guerre a conduit le Kremlin à devoir réaliser des économies ailleurs, en réduisant certains programmes sociaux ou investissements non militaires, tout en augmentant les impôts pour certaines catégories de personnes. En conséquence, si certains individus ont profité du conflit, d'autres n'en ont pas profité, comme les travailleurs du secteur public et les retraités, dont les salaires n'ont pas augmenté en raison de la guerre et qui sont maintenant obligés de supporter le coût de l'inflation, ce qui conduit à une situation de disparité économique croissante dans le pays. En conclusion, il faut comprendre le contrat social russe de Vladimir Poutine sous deux angles. D'abord, celui qui a été mis en œuvre après son élection au Kremlin en 2000 et qui présentait de nombreuses similitudes avec le contrat soviétique post-stalinien et qui mettait alors l'accent sur la distribution de bénéfices à la population. En termes de popularité politique et de stabilité, ce contrat a été un succès. Cependant, l'exemple soviétique a également montré comment un tel contrat
n'est pas viable à long terme, car sa survie est trop dépendante de facteurs externes que le régime ne peut contrôler. C'est pourquoi, après la crise financière de 2008, Poutine n'a pas eu d'autre choix que de s'orienter dans une autre direction. S'il n'a pas abandonné la logique du contrat social précédent, il l'a plutôt associé à une composante idéologique dont le but est de contrebalancer les aspects négatifs du contrat autoritaire post-stalinien qui est incompatible avec les sacrifices collectifs. D'une certaine manière, à l'instar des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord qui ont pu survivre aux troubles populaires de 2011 en raison de la présence d'une forme de légitimité charismatique capable de l'emporter sur les griefs des populations, Poutine semble suivre une voie similaire en tentant de créer une forme de légitimité idéologique dans l'espoir qu'elle puisse mobiliser les individus pour d'autres raisons que celles purement utilitaires associées au contrat social autoritaire conventionnel. Cependant, à la lumière de l'attitude des hommes russes suite à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, il y a des raisons de douter que cette composante idéologique ait eu de véritables répercussions. Après une décennie où la loyauté populaire était motivée par l'octroi de bénéfices matériels, les Russes semblent toujours fonctionner dans un état d'esprit où tout leur est dû. Leur loyauté ne semble pas s'étendre à une volonté d'accepter des sacrifices qui porteraient préjudice à leur bien-être matériel ou même à leur vie. La Russie est donc à un tournant avec un choc clair entre les attentes de l'État envers les gens et les attentes des gens envers l'État. Le régime étant contraint d'imposer des mesures qui portent en elles les germes du mécontentement populaire, comme la hausse suggérée de la taxe de vente de 20 à 22 % afin de générer 15 milliards de dollars supplémentaires de revenus annuels, ou, en 2018, avec la mise en œuvre d'une politique très impopulaire qui a relevé l'âge de la retraite. Tous les paris sont ouverts quant à l'issue de cette tension. L'économie russe réussira-t-elle à tenir assez longtemps pour qu'une nouvelle génération de jeunes Russes, plus habitués à un contrat social orienté idéologiquement, puissent devenir les nouveaux soutiens du régime et faire taire les griefs de leurs parents? Ou bien la Russie se dirige-t-elle dans un avenir proche vers les mêmes problèmes structurels que Gorbatchev a dû affronter dans les années 1980? Seul l'avenir nous le dira.